La lutte contre l'ancienne monarchie est désormais implacable. C'est maintenant au tour de l'ancienne reine, Marie-Antoinette d'Autriche, emprisonnée à la conciergerie, de comparaître devant un tribunal pour complicité avec l'ennemi. Marie-Antoinette est condamnée et conduite à l'échafaud, le 16 octobre 1793. Les montagnards qui dirigent le pays sont maintenant engagés dans une guerre de la liberté contre la tyrannie. Les députés girondins sont à leur tour mis en accusation quelques jours après Marie-Antoinette. 21 d'entre eux sont présentés devant le tribunal révolutionnaire pour trahison et condamnés à mort. Ils sont guillotinés au nom de la République une et indivisible le 31 octobre et seront bientôt suivis par d'autres, accusés de complicité, dont le député Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne. Et dans une accélération meurtrière, une guerre fratricide va maintenant naître au sein même des montagnards. Car le doute gagne les esprits et plusieurs groupes de montagnards vont oser contester le comité de salut public qui dirige le pays et dont le membre le plus influent est désormais le député Maximilien Robespierre. Un premier groupe, autour de Camille Desmoulins et de Georges-Jacques Danton, est troublé par la multiplication des arrestations dans les comités de quartier. Pour eux, que l'on surnomme les indulgents, le sang a déjà trop coulé. Et il faut en finir avec cette dérive dont ils attribuent la responsabilité à Robespierre. Les Romains discutaient publiquement les affaires de l'État. Mais lorsque l'ennemi était aux portes de Rome, ils oubliaient leurs querelles particulières et alors ils cessaient de se combattre entre eux. Nous, l'ennemi est à nos portes et pourtant, nous nous déchirons les uns les autres. Toutes nos altercations tuent-elles un Prussien? Les patriotes doivent-ils tourmenter les patriotes? Voilà ce que je ne cesse de dire devant les Jacobins, qui mettent en accusation les uns les autres. Notamment quand on a attaqué mon ami Camille Desmoulins. Quand Robespierre a demandé que l'on brûle tous les exemplaires de mon journal, Le Vieux Cordelier, j'ai compris que tous mes idéaux de 1789 s'étaient envolés définitivement. Ce que Robespierre n'a pas supporté, c'est que je lance dans ce journal un cri du cœur, comme je l'ai toujours fait depuis le début de la Révolution. Ouvrez les prisons et libérez ces 200 000 citoyens que vous appelez suspects. Voilà ce que j'ai crié à Robespierre et au comité de salut public. Et quand je vois toutes ces têtes tomber les unes à côté des autres, je me dis que ce sont les serviteurs du peuple que l'on immole sur l'échafaud. Un second groupe, que l'on appelle les exagérés, veut reprendre le flambeau laissé à terre par Marat. Autour du journaliste Jacques-René Hébert, il rêve d'une nouvelle insurrection populaire pour nettoyer définitivement la République. Et il pense que Robespierre ne va pas assez loin. Mais pour le comité de salut public, pris en étau entre ces deux contestations, tout cela fait le jeu des contre-révolutionnaires. Et la réaction du comité sera radicale. Les ultra-révolutionnaires comme Hébert et les sous-révolutionnaires comme Desmoulins s'entendent comme des brigands dans une forêt. Desmoulins n'est que le porte-voix d'une faction scélérate qui emprunte sa plume pour distiller son poison avec encore plus d'audace. J'ai pourtant prévenu Camille de cesser de s'acoquiner avec Danton. Je lui ai demandé d'être plus mesuré dans ses écrits, mais il n'a rien voulu entendre. De toute façon, il est trop tard. Ce sont d'abord Jacques-René Hébert et 18 autres exagérés qui sont condamnés à mort le 24 mars 1794 pour tentative d'insurrection. Dans les sections populaires, un vent glacial saisit les sans-culottes qui voient leurs principaux leaders être guillotinés. Puis c'est au tour des indulgents, Camille Desmoulins et Georges-Jacques Danton, qui sont conduits à l'échafaud quelques jours plus tard, le 5 avril 1794, accusés de complicité avec les ennemis de la Révolution.
Avec l'assassinat de Marat, puis les morts de Danton et Desmoulins, la Révolution est en train de broyer tous ses héros. Et dans une fuite en avant qui sera fatale, le comité de salut public transforme le tribunal révolutionnaire en tribunal dit de grande terreur, pour en terminer avec les ennemis de la Révolution. Désormais, il n'y aura plus que 2 sentences possibles, l'innocence ou la mort. Dans le quartier Saint-Marcel, comme partout dans Paris, les condamnations se multiplient. Joseph Barbizon est condamné à mort par le tribunal de grande terreur. Tous s'émeuvent des mises en accusation et des condamnations par le tribunal révolutionnaire. Mais je n'ai qu'une seule conviction. Quelques hommes ne peuvent pas l'emporter sur la patrie. En quelques semaines à peine, plus de 1400 personnes sont guillotinées. Et Paris ressent bientôt la nausée de l'échafaud. Tout à coup, les députés sont comme tétanisés, craignant même d'être les prochains sur la liste des condamnés. Il faut en finir avec cette terreur et offrir, si possible au peuple, un coupable expiatoire. Alors, dans ce dernier acte de la tragédie révolutionnaire, le 27 juillet 1794, les membres du comité de salut public qui soutenaient Robespierre se retournent contre lui. Au cri de « Abat le tyran », une coalition de députés empêche Robespierre de prendre la parole à la Convention. Et il est immédiatement arrêté. Dans les sections, l'annonce de cette arrestation résonne comme une déclaration de guerre. La Convention vient de défier la Commune de Paris. Aux Gobelins, l'heure du choix est maintenant venue, car entre les 2 pouvoirs concurrents, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Qu'est-ce qui se passe? Robespierre et 4 autres députés de la montagne ont été arrêtés. C'est pour ça qu'on sonne l'appel aux armes? Oui, la Commune de Paris pense que la Convention est responsable de cette arrestation. Elle appelle à l'insurrection. Bon, on a assez attendu! On a assez attendu! Je propose qu'on envoie le bataillon de la section en place de grève pour défendre la Commune de Paris. Non, je refuse de choisir entre la Commune et la Convention, tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je propose de mettre au vote l'envoi d'un bataillon pour défendre la Commune. Qui est pour? Moi, s'il vous plaît, je propose l'amendement suivant. Le dit bataillon se rendra en place de grève, mais ne bougera pas tant qu'on ne lui aura pas donné l'instruction. Qui est pour? Pendant plusieurs heures, les rumeurs vont se multiplier dans Paris. En réalité, Robespierre et ses soutiens, comme le jeune Saint-Just, ont été libérés par des soldats de la Commune, et ils se sont réfugiés à l'hôtel de ville. Sur place, ses amis poussent Robespierre à en appeler au peuple, mais il hésite, tergiverse, laissant durer la confusion qui règne dans les sections. De toute façon, c'est impossible d'avoir eu une information. On n'a pas la vérité. Ça fait 3 fois qu'on nous annonce que Robespierre il est en prison, puis libéré, puis à nouveau en prison. Athanas se trompe d'ennemi. Il comprend pas qu'on doit rester unis. Si on a gagné le 10 août 92, c'est parce qu'on se serrait les coudes. Jonas, il a oublié qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le 10 août. Au jour d'aujourd'hui, il y a les Girondins, les hébertistes et les dantonistes qui ont tous été exécutés. Les révolutionnaires, ils ont déjà laissé pas mal de morts derrière eux. T'es sûr? Formel. Citoyens, Robespierre a été libéré et il est sain et sauf. Et les autres députés aussi ont été libérés. Tu vois? Mais toi, t'as rien compris, hein. On est en train de nous enlever tout ce qu'on a gagné et toi, t'es pour rester là, sans bouger. Moi, je bougerai pas. Bande d'imbéciles. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tous vous faire massacrer! Pour Robespierre, il est désormais trop tard. Il n'y aura pas d'insurrection. 16 bataillons seulement sur 48 sont réunis devant l'hôtel de ville. Et ils ne recevront pas l'ordre de défendre la Commune de Paris. Et quand Robespierre se résigne à lancer un appel au peuple, les bataillons ont quitté depuis longtemps la place de grève. Et la Convention a déjà envoyé un détachement de la garde nationale pour en finir avec le héros des sections parisiennes. La confrontation est violente.
Et le 28 juillet, au petit matin, Robespierre, blessé à la mâchoire, Saint-Just et leur soutien sont conduits à l'échafaud et guillotinés, comme le seront des centaines de leurs partisans dans les semaines qui suivent. En quelques heures, Paris et ses sections populaires sont remises au pas. La normalisation politique est en marche. Gabriel, arrête, t'as pas le droit. Comme il a donné l'ordre au bataillon de se rendre devant la commune, il le considère comme coupable, mais il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. L'épilogue de cette histoire se déroule en mai 1795, dans la salle de la Convention, envahie une dernière fois. Les sans-culottes réclament que soit appliquée la Constitution montagnarde de 93, qui prévoyait un droit à l'insurrection et surtout un suffrage universel masculin. Mais ce barreau d'honneur sera un échec. La démocratie n'est pas encore au rendez-vous et le suffrage sera finalement un suffrage censitaire strict, réservé aux plus riches. Et ironie douloureuse de l'histoire, l'aventure révolutionnaire des sans-culottes parisiens va se terminer exactement là où elle avait débuté. La révolution populaire avait commencé un jour d'avril 1789 par une insurrection dans le faubourg Saint-Antoine. Et c'est là qu'elle va s'éteindre, en mai 1795, lorsque ce même quartier est cerné par les bataillons de la garde nationale. Après des affrontements particulièrement violents, tous les habitants du faubourg sont désarmés. C'en est bel et bien fini des espoirs d'égalité des sans-culottes, qui doivent céder devant la nouvelle majorité bourgeoise et modérée, qui dirige désormais la République. Depuis la prise de la Bastille, en 1789, beaucoup d'espoirs ont été déçus et beaucoup de vies ont été fauchées. Mais les Français ont été les premiers à imaginer une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont parvenus à inventer la République et ils ont semé dans les esprits les germes d'un combat démocratique qui ne fait que débuter. Gabriel. Athanase. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Arrête! Tu aurais été guillotiné si Justin il n'avait pas été là. Heureusement, des gens raisonnables sont souvenus que j'étais quelqu'un de responsable. C'est grâce à ça que t'as eu la vie sauve. Et si je l'ai fait, c'est pour Gabriel. Et pour le petit. Et Jonas, on sait ce qu'il est devenu? On dit qu'il est tombé les armes à la main, en emportant 8 gardes avec lui. On dit aussi qu'il se cache dans le faubourg Saint-Marcel, protégé par une poignée de fidèles. On dit aussi qu'il est parti aux Antilles, pour devenir corsaire. Et Dieu sait quoi encore. Allez, viens. Les rêves des citoyens de 89 auront non seulement changé le destin des Français, mais ils vont aussi inspirer le monde, qui ne sera plus jamais le même, après la Révolution française.